Salut, ça va bien? Mes amis, on est heureux d'avoir Colin Chabot chez Latitude 45. On va parler avec Colin de beaucoup de choses très intéressantes. Avant, on a parlé de la cosmologie extraterrestre. Aujourd'hui, on va parler pourquoi selon les extraterrestres. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mystères. On va parler, par exemple, de la vie des Atlantes. Cette civilisation qu'on a des nouvelles à partir des Grecs. De l'histoire grecque, on a la nouvelle de l'Atlantide. Mais c'est vrai, c'est une civilisation antérieure. C'est vrai qu'il y avait l'Atlantide avant notre civilisation. On va savoir, selon les extraterrestres, si c'est vrai, c'est faux. C'est pourquoi Colin Chabot est avec nous et on va parler de ça et de beaucoup de choses. Colin, bienvenue chez Latitude. Bonjour pour la 5e fois. Oui. La 5e fois. Alors, si je reviens, c'est parce que j'aime beaucoup l'expérience. La série qu'on commence ce soir, va s'appeler « Pourquoi, selon les extras ». J'ai trouvé ça intéressant comme titre. Je l'ai appelé « Pourquoi » parce que sur mon Facebook, j'ai demandé à mes amis Facebook, posez-moi les questions qui vous intéressent, que ce soit sur les extraterrestres ou sur tout ce qui concerne le paranormal. Parce que j'ai 64 ans et j'ai vécu, on peut dire, beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Je veux dire aussi en commençant que les gens, bon, je reçois beaucoup de commentaires positifs puis, que j'apprécie beaucoup, puis il y a des gens qui aiment beaucoup mes vidéos. Mais il faut savoir qu'il y a des gens aussi qui mettent en doute tout ce que je dis, tout ça. Comment dire? Il faut savoir que la première personne qui doute, c'est moi. Je ne suis pas quelqu'un qui croit tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend ou tout ce qu'il reçoit comme message. Je suis la première personne qui passe des périodes de doute, de questionnement. Est-ce que ce que je vis, est-ce que je raconte, ça a du sens? Est-ce que ça me sert dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que je progresse grâce à ça? Et c'est ça qui fait que je reste toujours lucide dans ce que je vis. Alors, je peux raconter beaucoup de choses. OK. Moi, Colin, je suis un être bien ordinaire qui a des doutes, qui a des peurs, qui vit des drames, qui vit comme tout le monde, qui a un travail, qui doit payer son loyer, qui s'habille, qui mange. Je suis une personne bien ordinaire. Mais au moment que je fais des vidéos avec vous, Mauro et Rubicello, je ne suis plus Colin. Je suis quelqu'un qui est plus vaste, plus large, qui a une vision beaucoup plus panoramique de toute l'histoire de la planète et de tous les phénomènes dits paranormaux qu'il y a sur la Terre. Alors, quand je fais mes vidéos, je ne doute plus, parce que l'entité qui parle à travers moi, elle sait de quoi elle parle. Alors, maintenant, tu fais une connexion avec cette entité. C'est pas le Colin Chabot qui est arrivé quelques minutes avant. Maintenant, tu es Colin, mais plus l'entité. C'est ça. Voyez-vous, j'ai vu beaucoup de personnes, des channelers ou des canalisateurs qui sont normales et ils vont prendre peut-être 30 secondes, 1 minute pour entrer dans un état second. On va les voir souvent se mettre à bouger, puis même leur voix change. Mais moi, j'ai fait beaucoup d'expériences dans le passé pour entrer en symbiose avec cette entité-là. Et elle est en moi, elle fait partie de moi, et c'est moi maintenant. Ce qui fait que je ne change pas d'état, c'est juste un léger mouvement. Donc, c'est dans ma tête, c'est un simple petit mouvement que je fais, et voilà, j'ai une vision beaucoup plus vaste de l'univers. Et ça, c'est parce que, on va en parler tantôt, j'ai écrit un texte récemment qui s'appelle « Walking Experience », où je raconte que pendant 2 semaines, dans un petit hôtel dans le sud,
je pense que c'était au Mexique d'ailleurs, c'était au Mexique, j'ai fait une symbiose vraiment en profondeur avec cette entité-là pour qu'elle soit en moi, qu'elle parle à travers moi, avec le moins de filtres possible, avec le plus naturel possible. Alors, il n'y a plus de grande différence entre Colin et cette entité-là. Mais quand je fonctionne au quotidien, quand je dois aller travailler, je suis professeur de peinture, je donne des conférences sur l'histoire de l'art, c'est moi, c'est Colin, mais avec quand même un arrière-fond qui va un peu plus loin quand même, qui est un peu plus profond que ce qu'un être humain pourrait avoir comme vision. Mais je reste quand même un être humain qui fonctionne et qui vit parmi le monde. Mais quand je veux, souvent il y a des gens qui m'appellent au téléphone. Encore hier, je parlais avec une femme parce qu'on m'appelle pour me soumettre des problèmes graves, des problèmes toujours dans le paranormal. Des personnes qui sont hantées par des esprits, des personnes qui vivent des choses paranormales qui les déroutent. Et quand je commence à leur parler, en quelques minutes, je deviens cette entité-là qui, elle, va capable de trouver où est le problème, trouver les solutions, puis aider le plus possible la personne. Et quand je raccroche le téléphone, je suis conscient que ce que j'ai dit est allé plus loin que ce que j'aurais dit dans un état normal. Parce que quand on me sollicite pour régler un problème, c'est là que tout mon bagage d'expérience, de mes vies passées et de cette entité-là devient au premier plan et me donne le maximum de solutions pour régler un problème. Donc, mais donc, il n'y a plus de différence. Je veux dire, quand je vis au quotidien, je suis Colin, mais au moment qu'on me sollicite pour aider, conseiller, là, je rentre dans un état où je fais appel à d'autres forces. C'est bien, c'est très intéressant. J'espère, c'est ça. Oui, parce que tu fais un petit changement dans ta tête, mets-toi la conscience de toi-même. Oui, je reste conscient. Tu ne perds pas la conscience de toi, mais ajoute la conscience de l'entité. C'est ça? Oui, comme... mais je vais dire une chose. Quand je termine des vidéos avec vous, tout de suite quand la vidéo est terminée, j'essaie de me rappeler de quoi j'ai parlé et c'est flou. C'est flou. Tant que je ne vois pas la vidéo terminée, j'ai un peu le trac de dire, est-ce que j'étais intéressant? Est-ce que j'ai dit des choses utiles aux gens? Et ce qui montre que je ne suis pas dans un état normal, c'est que après que j'ai terminé la vidéo, je rentre chez moi et je me dis, c'est vague ce que j'ai dit. C'est comme dans une brume. Donc, c'est comme j'étais dans un état qui fait que ma conscience était quand même pas annulée, mais en retrait. Qui fait que je me souviens de ce que j'ai dit globalement, mais pas dans les détails. Il faut que je revoie la vidéo terminée pour dire « Ah, c'est de ça, j'ai parlé de ça. Ah, et je suis aussi surpris que ceux qui regardent les vidéos après « Ah bon, c'est intéressant ça. Ah, j'ai pas trop bafouillé, j'ai pas trop hésité. » C'est ça. On s'explique un peu. Oui, c'est bon, c'est drôle. Et on va commencer, parce qu'on a parlé de l'Atlantide, parce que c'est la première question qu'on m'a demandé quand j'ai demandé aux gens de poser toutes les questions qu'ils ont voulu. Et alors, l'Atlantide, aussi toutes les civilisations qui ont existé avant notre ère, qu'est-ce qui s'est passé? OK. Et comme je vous ai dit, Colin peut douter, mais quand je parle, je n'ai aucun doute. L'entité qui s'exprime à travers moi pourrait parler immédiatement telle qu'elle et raconter son histoire. Parce que je vais parler des civilisations, mais ces civilisations-là, c'est pas... c'est à partir d'une entité qui les a vécues. Alors, c'est pas je pense que on a vécu, je pense que l'Atlantide, ça a été telle chose, je pense qu'on a vécu telle chose. Non, non, non. Ce que je vais dire, c'est une entité qui dit avoir vécu à cette époque. Donc, il a passé à travers les 50 dernières 1000 ans et qui a été impliqué directement dans l'évolution de ces civilisations-là. Une autre chose que je dois dire, c'est un regard porté par un individu. Ce n'est pas un regard global, objectif, c'est le témoignage de quelqu'un. Dans ce sens-là,
il peut y avoir 30 personnes qui assistent à la même événement et les 30 vont avoir 30 différentes façons de raconter ce qu'ils ont vu. Il va même y avoir des contradictions. Parce que chacun... c'est une chose que je voudrais dire tout de suite. Il y a quelqu'un qui a laissé un message que j'ai trouvé un peu bizarre. Il dit, j'ai vu tes vidéos, mais dans le fond, tu n'apportes rien de neuf, c'est du déjà vu, j'ai déjà lu ça quelque part. Mais c'est correct. Pourquoi qu'il faudrait que chaque fois que quelqu'un témoigne, dise toujours quelque chose de nouveau, qui n'a jamais été dit, pour presque contredire tout ce qui a été dit avant? C'est très de notre époque de toujours vouloir du neuf, du sensationnalisme, et qui, si ce que tu as à dire se relie à d'autres choses qui ont déjà été dites, c'est pas intéressant. Au contraire, si ce que je dis a des racines dans le vécu ou dans l'historique de d'autres personnes, ça validise, non, le mot m'échappe, ça rend crédible ce que je dis. C'est parce que OK. Moi, quand je parle devant la caméra, j'oublie tout ce que j'ai déjà lu. Je ne suis pas quelqu'un bibliothécaire. Je ne suis pas quelqu'un qui, quand il parle, il prend la source de ce qu'il dit dans la mémoire de ce qu'il a lu, de ce qu'il a vu sur Internet ou ce qu'il a lu dans les livres. Pas du tout. Quand je parle, c'est pas la somme de ce que j'ai appris en glanant un peu partout. Non, je dis spontanément ce que j'ai à dire et ça vient tout seul. Quand j'écris un texte, j'en ai publié plusieurs textes, jamais que j'ai écrit mes textes en pensant, en réfléchissant. Je prends une feuille, j'ai envie d'écrire un texte sur un sujet, je l'écris et en l'espace de quelques heures, je peux pondre 10 pages, 20 pages, 30 pages. Le gros travail, c'est de mettre ça au propre, de rendre ça que ça soit bien un français, un bon français, tout ça. C'est toutes des choses que je dis en ce moment parce que c'est assez important qu'on sache comment que je m'exprime et pourquoi je m'exprime. Et quand je vais parler en ce moment de l'époque de l'Atlantide et des autres civilisations de l'époque, je vais raconter le témoignage de cette entité-là qui a vécu cette époque-là. Ça peut corroborer ce que d'autres ont dit, et ça peut être aussi légèrement différent. Mais ça ne sera pas des informations nouvelles, sensationnalistes. Ça, c'est une expérience personnelle de l'entité. De l'entité. Oui, donc c'est subjectif parce que c'est son expérience propre. Ça. C'est pas une vérité globale. Non, oui, c'est un point de vue, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a vécu, il était là, il était sur place. Par exemple, mon expérience au Québec, c'est différent à ton expérience au Québec. Oui. Je suis immigrant, tu es né ici, tu vois les choses différemment de moi. Et les deux témoignages sont intéressants parce que ça forme une mosaïque qui nous montre toute une façon de percevoir le Québec. Alors, pour commencer, je dois dire une première chose, l'entité qui parle à travers moi, elle est dans le secteur seulement depuis à peu près 200 000 ans. Elle est venue sur la Terre il y a environ 35 000 ans. Mais elle est dans le secteur, ça veut dire dans notre environnement de notre système solaire, à peu près depuis 200 000 ans. Voici ce qu'il me raconte, et je vais le raconter. Dans notre système solaire, il y a eu plusieurs planètes qui ont eu des civilisations, qui sont allées très loin, à un point tel qu'ils ont commencé à détruire leur environnement, à menacer leur planète de mort. Ça veut dire que les habitants, que ce soit de Jupiter, que ce soit de Mars, il y a eu des civilisations qui ont habité ces planètes et qui ont, à un moment donné, décliné jusqu'à mettre en péril leur planète. Les habitants de la planète Mars auraient supposément fait des expériences nucléaires. Ils auraient détruit une planète qui existait avant dans notre secteur, peut-être entre la Terre et Mars. Comment? Oui, une planète qui a été complètement détruite, qui est devenue la ceinture d'astéroïdes qu'on connaît.
Et ces Martiens-là, comme leur planète était pas mal en déclin, envisageaient de venir s'installer sur la Terre. Et peut-être faire à peu près la même chose qu'ils ont fait sur leur planète. À ce moment-là, les explosions nucléaires, comme j'en ai parlé dans l'autre vidéo, le danger des explosions nucléaires, c'est que ça ne détruit pas juste la matière physique, ça détruit aussi les autres fréquences où est située la matière. Ça veut dire qu'une explosion nucléaire ne détruit pas que la matière physique, mais détruit les mondes parallèles, détruit toutes les autres fréquences qui sont en dessous ou en dessus de la fréquence de la matière. Alors, ça a dérangé d'autres civilisations qui n'existent pas dans notre réalité, mais qui sont dans des mondes parallèles. Leur univers a été menacé. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de s'impliquer puis de venir dans notre monde, dans notre matière, pour mettre un terme à ce qui se passait. Ça s'est passé, d'après ce que me dit l'entité, il y a à peu près 200 000 ans, mais c'est pas facile de donner, là, à peu près il y a 200 000 ans. Et ils ont joué dans notre système planétaire. Ça veut dire que, OK, je vais dire, vous pouvez en faire ce que vous voulez, hein. Ce que je dis, vous pouvez prendre ça et envoyer ça à la poubelle, mais je vais dire ce que j'ai à dire. Ce sont des extraterrestres qui sont capables de déplacer des planètes. Comme j'ai déjà expliqué, ils sont capables de réorganiser des mondes pour qu'ils soient viables pour la vie. Mais ils sont capables aussi de déplacer des planètes pour faire que toute la vie qui est sur la planète meure. Parce qu'elle est rendue trop, je vais dire le mot corrompue, mais je vais dire elle est rendue trop décadente. Les énergies qu'elle dégage est en train d'influencer tout ce qui est autour. Les gens ont de la misère à comprendre ça, mais je vais donner un exemple bien simple. Si toi, tu es en santé, mais tu es à côté de quelqu'un qui est en grande dépression, qui est en burn-out, qui est épuisé, jusqu'à quel point tu vas être capable de maintenir ta santé et ton équilibre intérieur en étant à côté de quelqu'un qui est perturbé, c'est ça. Alors, c'est ce qui est arrivé. Il y a des mondes extraterrestres qui ont été menacés par des bouleversements qu'il y avait sur Mars et tout ça, à peu près dans cette partie-là. Alors, ils ont décidé de venir dans ce monde-ci et de régler le problème. Je vais aller plus loin que ça. Leur monde à eux autres était rentré en déclin. Vraiment, leur civilisation était en train d'être en chute libre. OK. J'ai beaucoup de choses à dire. Je viens de terminer hier un nouveau texte qui va raconter ça, que les fréquences énergétiques que ces gens-là ont reçues ont eu une influence directe sur leur métabolisme. Ça veut dire que ça leur ralentit leur rythme cardiaque, ça leur ralentit leur respiration, tout leur système organique est entré en déclin. Ils étaient plus capables de penser normalement, ils étaient plus capables de bouger normalement, tout leur système vital a été ralenti. Dans le nouveau texte qu'ils m'ont donné, j'ai compris comment ça s'est passé, mais j'en parlerai pas tout en détail, mais leur civilisation était vraiment menacée d'être en déclin, même de mourir. Alors, en état d'urgence, ils sont venus ici, il y a à peu près 200 000 ans, et ont commencé à faire des gestes importants. Déplacer la planète Mars pour que toute forme de vie meure sur elle. Ils ont déplacé la Terre pour qu'elle soit dans une position plus viable pour la vie. Là, je vais dire quelque chose de complètement fou, hein. Je vous le dis, là, mais prenez-les avec un grain de sel. La planète Vénus serait une planète qui aurait été importée d'ailleurs, qui avait déjà une vie dessus, et il l'a emmenée dans notre système. La planète Vénus, ça, ce que je te raconte, j'en ai parlé en 2003 dans mon livre d'origine. Avant même que j'aie l'Internet, avant même que je comprenne c'est quoi la planète Vénus. OK. Je vais dire quelque chose, comme je dis, qui n'est pas facile à accepter, mais la planète Vénus serait ce qu'on appelle une planète errante, parce qu'il y a dans l'univers, ça c'est vraiment un peu flyé, dans l'univers, il y a des civilisations, des races
qui deviennent tellement évolués sur leur planète qu'ils sont capables de faire en sorte que leur planète devienne un véhicule et qu'ils peuvent partir dans l'univers avec leur planète. Demande-moi-en pas plus, j'en sais pas plus, mais ils sont capables de faire de leur planète un véhicule. Ils peuvent aller d'un monde à l'autre pour s'implanter ailleurs ou même visiter. Et la planète Vénus, de ce que j'ai reçu, serait une planète errante à laquelle on aurait demandé de venir ici pour aider à rétablir le système solaire qui était gravement atteint. Et les habitants de la planète Vénus seraient des êtres d'une grande évolution qui ont cette capacité-là de pouvoir se promener dans l'univers. Mais ils ont accepté de rester ici pour un temps, Colin, pour nous aider. ça Oui, veut dire que maintenant, il y a des civilisations chez Vénus? Oui. Oui, maintenant, il y a des personnes qui Oui. habitent là-bas, entités. C'est dur à croire. C'est là que je parle, que je doute moi-même de ce que je peux recevoir comme message. Et c'est bon Oui. de ne pas tout gober ce que je reçois. Mais à plusieurs reprises, l'entité qui est en moi a laissé entendre qu'il connaissait bien les peuples vénusiens, que c'était des êtres très charmants, très affectueux, d'une grande évolution, mais d'une grande empathie, et qu'il les avait longtemps côtoyés. Avant de venir sur la Terre, OK, ce qu'il m'a dit, c'est que du monde parallèle d'où il vient, il ne pouvait pas s'adapter directement sur la Terre et il a vécu un certain temps sur la planète Vénus comme étant une planète intermédiaire parce que les habitants de la planète Vénus ne sont pas nécessairement aussi entièrement physiques comme nous. Ils ont aussi un niveau d'évolution qui fait qu'ils sont en partie immatériels, qui fait que il s'est adapté sur la planète Vénus avant de pouvoir venir sur la Terre puis s'incarner dans un corps physique. Colin, j'ai une question. Oui. Et quelqu'un a dit qu'il y a des civilisations en Mars, mais pas à l'intérieur de Mars, pas sur la superficie, à l'intérieur de Mars. Il dit qu'il y a une civilisation, même comme Vénus. Donc, j'ai écouté ça. Pour Vénus, pas Vénus, pour la planète Mars, je vais donner mon opinion personnelle. Je peux pas jurer que c'est authentique, mais ce qu'il m'envoie comme message, c'est que c'est une planète où on a dû annuler les Martiens comme étant vraiment une espèce qui était devenue nuisible et qui menaçait la survie de leur monde à eux autres. Mais il n'est pas dit qu'en ce moment, il y a plusieurs colonies extraterrestres qui en ont fait une base. Donc, Mars serait plutôt en ce moment une base extraterrestre plutôt qu'une planète ayant des habitants. Une civilisation. Une civilisation originelle venant de la planète. Parce que la planète a été, à un moment donné, entièrement nettoyée. Il n'y avait pas le choix. OK, je vais parler directement. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix parce que c'est eux qui avaient provoqué tous les derniers gros conflits qui ont détruit notre planète et qui se servaient du nucléaire et qui ont mis vraiment en danger notre monde. Alors on s'est senti obligé on n'avait pas le choix. Mais je vais dire une chose, on a la faculté de pouvoir annuler quelqu'un sans lui faire mal, sans lui causer. Disons qu'il y a une entité qui est nuisible pour toutes sortes de raisons. On a des machines qui font qu'on peut cibler les personnes ou même une population et ils vont se dissoudre et leur composante va se défaire dans les composantes naturelles qu'il y a dans l'air sans que la personne en soit traumatisée ou blessée, tout ça. Ce sont des instruments qui permettent, comme on dit, d'annuler des êtres qui sont vraiment nuisibles, mais sans qu'il y ait vraiment souffrance ou dommage. Et que aussi qu'il ne reste pas des résidus négatifs. Tu sais qu'on est fait de l'énergie qui vibre à différents niveaux et qui crée toutes les composantes de notre corps. Mais ces composantes de notre corps, si on les défait toutes, on se retrouve avec l'énergie première, dont j'ai parlé grandement dans les autres vidéos. On se retrouve avec cette énergie première. Alors, il est possible, avec certains instruments,
d'annuler quelqu'un, d'annihiler quelqu'un en le redéfaisant dans les composantes naturelles qu'il y a dans l'air, donc cette énergie première, sans que la personne en souffre, en soit affectée. Mais de toute façon, si elle n'a pas de... Si elle est reconnue comme ayant pas la possibilité de se prolonger après la mort, si elle n'a pas c'est pas un humanoïde qui peut se prolonger après la mort, de la défaire dans les composantes naturelles, ça n'affecte pas la personne, puis ça n'affecte pas l'univers. Alors, dans le cas de l'Atlantide, c'est la même chose? OK. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai placé l'historique qui fait que tout notre système solaire a été réorganisé. Et quand le système solaire a été réorganisé avec des planètes viables et avoir annulé majoritairement les entités négatives, mais quand on parle d'entités négatives, on parle aussi d'émanations négatives. Une entité négative émane des énergies négatives. Et même si on tue la personne, ces émanations négatives-là, il faut aussi les traiter. Donc, avec aussi d'autres instruments, on est capable de défaire ces espèces de masses. Je parlais des égrégores, je parlais des masses qui sont des masses qui parfois peuvent être des masses énormes d'énergie négative. On sait maintenant qu'on a des appareils qui permettent de tout défaire ça, pour les ramener à des composantes neutres primaires, qui n'affectera pas le monde environnant. Quand tout ça a été fait, là, on a pu amener sur la Terre, en premier, des végétaux. Il y en avait déjà, mais on a amélioré la palette de végétaux, on a amélioré la palette des animaux. Et là, je vais dire une autre chose, que j'en ai parlé dans mon prochain texte. Il y avait encore sur la Terre des dinosaures. Ça, c'est clair. Il y a 100 000 ans. Il y a même 35 000 ans, il y avait encore des dinosaures sur la Terre. Quand on est venu sur la Terre, il fallait aussi éliminer tous les dinosaures dangereux qui étaient menaçants. Parce qu'après avoir amené des plantes, des animaux, il y a à peu près 200 000 ans, on a amené une première race humaine, humanoïde. Il y a à peu près 200 000 ans. Ce qui correspond à votre histoire aux Cro-Magnons, qui sont apparus il y a à peu près 200 000 ans. Mais moi, je l'ai appris récemment, l'origine les Cro-Magnons datent à peu près 150, 200 000 ans. Moi, bon, j'en avais parlé il y a une quinzaine d'années. Et cette race-là, elle avait le rôle d'être sur la Terre et de faire progresser les vibrations de la planète, en amenant une race positive, vierge, qui se développe, qui évolue, qui grandit, qui crée des civilisations. On avait l'espoir que ça mènerait une aura positive autour de la planète, puis que notre système solaire, notre système planétaire serait dans un état mieux, mais qui n'influencerait plus notre monde qui était ici, mais dans une fréquence différente. Mais après à peu près 100 000 ans, on s'est rendu compte que même la race qu'on avait amenée il y a 200 000 ans avait commencé à rentrer en décadence. Elle ne donnait pas les résultats à laquelle on attendait. Et tout ça pour dire qu'enfin, c'est là, il y a 35 000 ans, environ, disons entre 30 et 35 000 ans, j'ai décidé personnellement d'amener une nouvelle race, plus performante encore, pour essayer une deuxième tentative de faire monter les vibrations sur la planète. Et c'est là que Naja, si c'est moi qui m'exprime en ce moment, a pris l'initiative de venir sur la Terre dans un vaisseau avec à peu près 2500 individus. Et l'endroit où on s'est installé, c'était l'Atlantide. Ça, c'est dire que Darwin, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'évolution comme Darwin dit. Non. Comme j'ai dit dans les autres vidéos, l'évolution ne part pas de la base à partir d'éléments primitifs, mais l'évolution part de mondes supérieurs qui se répandent de plus en plus dans la matière
et devient de plus en plus grossier dans la matière. Mais les premiers êtres intelligents qui ont été créés dans un monde où l'énergie est abondante, la conscience est abondante. Quand l'énergie primaire qui est dans l'air est abondante, elle ne peut donner naissance qu'à des êtres déjà très évolués. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait demandé les civilisations extraterrestres à laquelle, bon, supposément, je suis en contact, est-ce qu'ils ont passé par des périodes de guerre puis de conflits pour en arriver à avoir une civilisation assez avancée puis évoluée? Est-ce qu'ils ont passé par toutes les épreuves qu'on vit, les guerres fratricides, les épidémies, la maladie, les conflits, tout ça? Ben, j'ai dit non, pas nécessairement. Si cette race-là est née dans une partie de l'univers où l'énergie primaire est abondante dans l'air, elle donne automatiquement naissance à des êtres qui sont déjà à un niveau d'évolution, de perfection, qui fait qu'ils ne passent pas par des périodes de conflit et de toutes les épreuves que beaucoup de civilisations passent pour en arriver à atteindre une maturité. Alors, c'est ça. Alors, j'ai un petit peu oublié ta question d'origine, mais ah oui, l'histoire de Darwin, c'est que quand il y a de la vie, OK, on sait maintenant que les météorites peuvent amener sur une planète des embryons de vie, des vies microbiotiques, des vies cellulaires primaires. Aucun problème, ça, c'est vrai. Mais au moment qu'il y a des plantes évoluées, qu'il y a des animaux qui ont une évolution, et des humains, c'est toujours implanté. Implanté. Nous ne sommes pas... Les gens pensent que, tu sais, on est dans un corps physique, et nous, notre but, c'est de monter dans les fréquences, d'élever nos vibrations pour en arriver à avoir un corps plus éthéré, plus lumineux, plus angélique. Mais ce mouvement-là, c'est le mouvement contraire du premier mouvement de l'évolution, qui est de partir des mondes éthérés et de se répandre dans la matière de plus en plus physique, jusqu'à perdre bien des qualités qu'on avait quand on avait un corps plus subtil. Et rendu au plus loin de la matière, au plus profond de la matière, quand nos sens sont presque atrophiés, là, on recommence ce fameux mouvement de remonter vers la source. Mais il est possible qu'il y a des entités qui naissent dans ce monde physique et qui vont remonter l'échelle de l'évolution, mais il y a beaucoup d'êtres de niveau angélique ou d'êtres supérieurs qui y descendent jusque vers nous. À chaque niveau de fréquence, il y a des êtres qui naissent à ce niveau-là, et ils vont monter ou ils vont descendre, ils vont faire le circuit. Mais, comme moi, si je suis nageant, je suis parti d'un monde supérieur et j'ai descendu dans la matière jusqu'à m'incarner dans un corps physique et vivre le destin d'un être humain, qui n'est pas le plus enviable dans la galaxie. Tu comprends un peu? Oui. Oui, c'est ça. Mais la théorie de Darwin, non. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, quand on amène des animaux sur la Terre, c'est sûr qu'ils doivent s'adapter à leur environnement. Alors, il y a un certain nombre de transformations, de mutations, mais de là à créer une race tout à fait nouvelle. Je vais prendre un exemple aussi stupide. Tu as des yeux. D'où ça vient, les yeux? Est-ce que c'est une peau qui s'est sensibilisée de plus en plus jusqu'à devenir l'organe des yeux? Ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui a du sens, c'est que la vue est un sens qui existe déjà, dans les mondes supérieurs et qui s'est concentré dans un organe qui est l'œil. Moi, je prends toujours l'exemple, je pense que j'en ai parlé, si j'en ai pas parlé dans les vidéos, j'en ai parlé dans mes textes. On va prendre une amibe. Une amibe, c'est une unité unicellulaire. Un amibe, ce n'est qu'une cellule, mais c'est un organisme. C'est ça, c'est un organisme unicellulaire. Mais tu sais-tu qu'un amibe, elle n'a pas de bouche, elle n'a pas d'yeux, elle n'a
pas d'estomac. Ce n'est qu'une cellule unique. Mais c'est un organisme. Elle est autonome. Et pourtant, elle perçoit la lumière. Elle va avaler une proie et elle va la digérer. Elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas de bouche, elle n'a pas d'estomac. Et pourtant, elle a 3 fonctions. Percevoir la lumière, avaler une proie et la digérer. Pourquoi? Parce que la fonction existe avant l'organe. L'organe est le prolongement d'un sens qui existe déjà. Donc, les sens, les fonctions des sens existent déjà à un niveau beaucoup plus éthéré, beaucoup plus subtil, et ce sens-là, lentement, dans la matière, se précise dans un organe. Mais en se précisant dans un organe, elle perd beaucoup de ses subtilités. Prenons la vue. On a 2 yeux, c'est notre vue. Mais ce qui est dommage, c'est que si on monte dans les fréquences, notre vue devient panoramique. Les gens qui meurent et qui reviennent, une des choses qu'ils disent, ma vue, il me semblait que ma vue était de 360 degrés. Et oui, parce que la vue, avant d'être dans un œil, dans 2 yeux, c'est une fonction qui existe à des hauts niveaux et qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus raffinée que dans la matière. Donc, est-ce que c'est un peu subtil ce que je dis, mais c'est comme si je disais, le corps physique, nos sens, c'est une matérialisation de fonctions, de sens, de perception qui existent à des hauts niveaux et qui existent donc avant l'organe. Fait que si on croit que les fonctions, les perceptions existent avant même l'organe, c'est que l'organe est venu après. Donc, on ne part pas de la base. Ça explique qu'on ne part pas de la base. On ne part pas d'être primitif qui évolue et qui acquiert des qualités puis des sens. Non, c'est qu'on part d'en haut. Les sens sont déjà existants à un niveau informel et ils s'incarnent de plus en plus dans des organes précis. Ça explique peut-être pas tout, mais ça explique une partie dommage, Darwin. Mais il faut faire attention, parce que on a Darwin avec sa théorie de l'évolution, mais on a aussi les créationnistes qui croient qu'il y a un Dieu suprême qui a créé toute vie. Il faut faire attention, parce que c'est deux, parce que les créationnistes ont une vision un peu enfantine de la création, là, des races. Et s'ils veulent accepter que Dieu peut être un extraterrestre, OK. Mais sinon, non. Moi j'ai OK. Là, en ce moment, c'est autant moi, Colin, que Naja qui parle, mais je pourrais vous dire que j'en ai visité des endroits où on fabriquait des nouvelles vies, qu'on fabriquait des nouvelles plantes, qu'on fabriquait des nouveaux animaux, puis qu'on créait des palettes de toutes sortes de formes de vie, puis qu'on avait entre les mains, puis qu'on décidait lesquelles qu'on implante sur une planète. Telle planète, elle serait favorable à telle race, à telle race. Mais c'est pas juste créer des animaux puis des plantes, ça prend aussi des harmonisateurs, des interrelations. C'est correct de créer des plantes, de créer des races animales, des oiseaux, mais il faut aussi tout créer les interrelations qu'il y a entre eux. Peux-tu imaginer le travail énorme que ça implique pour certains extraterrestres, que leur travail, c'est de créer des animaux, des plantes, et de les créer avec les fonctions d'interrelation entre chaque. La fameuse chaîne alimentaire, elle doit être pensée. Elle doit être pensée. Tu ne peux pas créer une plante et la mettre sur une planète. Il faut qu'elle soit en harmonie, en symbiose avec les autres. C'est la même chose que pour les animaux. Il faut qu'il y ait un cycle, une chaîne alimentaire et une chaîne d'évolution. Donc, en plus de créer des nouvelles vies, il faut aussi je les appelle les harmonisateurs de vie, des êtres que leur travail, c'est de faire en sorte que de mettre dans les gènes de la plante les comportements qui vont faire qu'elle va s'adapter à son environnement puis aux autres plantes. Colin, Phew! OK. On est au point de parler de l'Atlantide, mais bon, on va finir par en parler. Vas-y, Okay. Pose-moi des questions que tu veux. On a parlé déjà de ça. Oui. Mais alors, tu dis, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de... Dieu. Il n'existe pas Dieu.
Oui, il existe Dieu. Oui, il existe, Oui. il y a des dieux. Comment est-ce qu'on peut imaginer Dieu? Ben, je l'ai dit dans les autres vidéos. Oui, c'est ça, on a parlé déjà de ça, Oui, mais... ben, je vais le répéter. Les extraterrestres que je connais et qui communiquent avec moi, ils ont scientifiquement prouvé que l'univers entier était un immense organisme vivant, donc une entité vivante et consciente et qu'on vivait à l'intérieur de cette entité-là. Alors, tous les planètes, les systèmes de galaxies, ce sont tous à l'intérieur d'un être gigantesque. De quoi il a l'air? Mandez-moi-en pas trop. Mais on vit à l'intérieur de cet être-là. Alors, si on veut nommer quelque chose en tant que Dieu, c'est cet univers-là, Ok. dans lequel on vit. Cette entité habite dans un endroit plus grand? Et c'est possible, c'est là que j'ai parlé dans une autre vidéo qu'on peut parler des multi-univers. Ça veut dire qu'il est peut-être pas seul, il est peut-être... Parce que moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que ils ont été capables même de toucher l'enveloppe qui délimite l'univers. Il y a une enveloppe qui leur a amené la preuve que c'est une entité fermée avec une enveloppe qui ferme l'univers. Donc, quelle est sa forme exacte extérieure? On ne le saura jamais, peut-être pas. Du moins, les extraterrestres sans doute, mais nous, on ne pourra jamais vraiment le savoir. Mais c'est ça, Dieu. C'est l'univers entier. Quand les extraterrestres sont venus sur la Terre avec les derniers humains qu'ils ont apportés, il y a 35 000 ans à peu près, c'est ça qu'ils leur ont dit. Ils disent, écoutez, si vous voulez croire, avoir des croyances, avoir un Dieu adoré, ben, adorez l'univers entier. Donc, Dieu, c'est quoi? C'est toute chose. Pourquoi les gens disent que Dieu est partout? Il est en nous, autour de nous. Ben, la meilleure définition qu'on peut dire, ben, c'est qu'on est dans un organisme immense et vivant. Mais je vais aller plus loin, parce que ça peut donner une vision de Dieu un peu matérialiste. Mais tu sais que j'ai parlé des différents corps que l'on a, corps physique, émotionnel, mental, toujours un tiers plus grand, puis que par nos émanations, on a fait en sorte que la Terre a aussi des corps secondaires. La Terre a aussi un aura et a différents corps, et quand on meurt, c'est dans ces corps-là qu'on habite. Ben, si la Terre a acquis des corps secondaires à des niveaux de fréquence plus élevés, on peut faire un pas de plus et dire que peut-être que l'univers entier a des niveaux de fréquence supérieurs qui lui donnent, on peut-tu appeler ça l'âme ou l'esprit de Dieu, mais on peut dire que l'univers n'est pas que l'univers matériel. Il est aussi un univers ayant différents niveaux de fréquence, donc différents corps qui lui donnent plus de subtilité et de raffinement que ce qu'on pourrait penser au premier abord. On peut spiritualiser tout ce qui existe dans l'univers en faisant en sorte que cette entité gigantesque qui a un corps dont on est à l'intérieur, mais ce corps-là n'est peut-être pas qu'un corps physique, un corps de matière, c'est un corps qui se situe à différents niveaux de fréquence. Et c'est là qu'on peut rentrer dans le niveau que il y a partout autour de nous différents niveaux de fréquence, puis il y a des êtres qui vivent dans ces univers-là, ici, en même temps que nous. Je raconterai peut-être pas peut-être ce soir, si on parle des médiums, comment quelqu'un m'a posé la question de c'est quoi le phénomène qui se passe chez un médium. Moi, j'ai connu des gens qui étaient médiums pour toutes sortes de raisons et qui voyaient constamment autour d'eux des gens décédés qui étaient ici en ce moment et qui vaquaient autour d'eux sans qu'il y ait un contact nécessairement entre les deux. Mais il y a des personnes qui ont vécu des expériences dans leur vie qui les a amenées à pouvoir voir constamment des êtres autour d'eux de toutes les époques qui circulent autour d'eux. C'est parce que on a des sens qui nous limitent à percevoir que le monde physique. Mais au moment qu'on développe nos autres sens, nos sens supérieurs, on peut commencer à voir différents mondes parallèles. Mais l'univers entier a différents niveaux de fréquence, ce qui fait que Dieu n'est pas qu'un immense univers de matière,
mais aussi un immense univers de subtilité, de raffinement et de fréquence qui nous amène à des niveaux assez élevés. Ouais. Colin, Oui. une question. OK. Alors, ben, faisons, vas-y. Le temps existe et n'existe pas le temps. On parle du futur, du passé, du présent. Est-ce qu'il existe ou il n'existe pas et c'est toujours le présent qui... Oh. Je vais te dire ce que moi, on m'a appris, mais tout en disant aussi, là, il faut quand même savoir vivre dans notre dimension. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que on va prendre la réincarnation, OK? La réincarnation. Pour nous, le temps, c'est comme un fil qui avance, un fil conducteur. Alors, la réincarnation, c'est quoi? On vit une vie, on meurt, on se réincarne dans une autre vie, on meurt, on se réincarne. Donc, on prend une suite de vies successives. Elles sont successives. Mais quand tu commences à réveiller tes vies antérieures, quand tu commences à les actualiser dans ton présent, tu commences à découvrir que peut-être les vies antérieures ne sont peut-être pas nécessairement dans le passé, mais elles sont peut-être présentes ici, en ce moment, dans un autre niveau, une autre perception qui est un peu floue. Parce que moi, on m'a expliqué que quand tu montes dans les fréquences, tu découvres que les vies antérieures ne sont pas sur une ligne droite, mais sont comme parallèles, l'une à côté de l'autre, et qu'elles peuvent être, elles peuvent être vécues en même temps. C'est dur à expliquer, mais là, ils m'ont dit, allons un pas plus loin. Quand tu montes encore plus haut, là, le temps commence à disparaître, et nos vies, c'est comme une expansion dans toutes les directions. Nos vies antérieures, c'est notre petit moi, minuscule à l'intérieur de nous, et nos moi futurs, c'est nous qui prenons de plus en plus d'expansion. Ils m'ont donné comme exemple, j'étais dans une soirée, à un moment donné, et l'animatrice demandait aux gens, quelle est votre perception du temps? Plusieurs disaient, bon, pour moi, le temps, c'est le passé est derrière, le présent est en moi, le futur est en avant. L'autre disait, moi, le passé est en bas, le présent, le futur est en haut. Des fois, ça passait à l'intérieur de lui, de la personne, ou ça passait à côté. D'autres, c'était de gauche à droite. Moi, j'ai eu une vision, je me suis dit, non, le passé, c'est un tout petit être qui est en moi, qui est minuscule. Le présent, c'est l'espace que j'occupe en ce moment. Et le futur, c'est un être plus grand que moi qui m'englobe et qui englobe peut-être bien d'autres vies aussi. Un peu l'image des fameuses poupées russes. Le futur, pour moi, c'est moi plus vaste en conscience, peut-être même littéralement mais comment dire? Parce que dans les questions qu'on m'a posées, on m'a posé des questions sur le futur, tout ça. Puis, il faut quand même accepter que pour nous, en ce moment, le temps joue un rôle. On a besoin du temps en ce moment pour prendre conscience. Le temps nous sert à prendre conscience. Sans lui, moi, l'entité qui est en moi a dit à un moment donné, dans mon monde, c'est quoi le temps? C'est quoi le temps dans mon monde? C'est l'espace qui me sépare de l'autre. C'est l'espace qui reste encore entre moi et l'autre. C'est ça pour moi, le temps. Au moment que je vais rentrer en symbiose avec l'autre, il n'y aura plus de temps, mais il y aura un autre être que je vais vouloir m'approcher. Tu vois? Alors, c'est une vision d'expansion dans toutes les directions, pas juste dans une direction. Dans mon livre, à l'origine de tout, il y a un graphique qui montre le temps comme étant une série de vies ou d'événements qu'on suit à la queue leu. Quand on est dans un plan un peu plus élevé, on vit un événement qui nous amène à 2 autres vies. Ces 2 autres vies-là nous amènent à 3 autres vies, à 4 autres vies, et à chaque fois, ça double, et on se rend compte que ça fait comme une éventail. C'est-à-dire que, en ce moment, je n'ai qu'un corps, je m'appelle Colin, mais si je réveille mes vies antérieures, je découvre que j'ai 4 personnalités, 4 visions, puis ces 4 visions-là vont me donner 8 visions, c'est ça.
Et l'image finale, c'est un point qui a des rayons dans toutes les directions. Donc, une expansion, pas en forme d'éventail, mais une expansion dans toutes les directions. Mais soyons corrects, n'allons pas trop loin dans ce sens-là, parce que je pourrais faire 1 heure juste sur le temps. Et je vais donner un souvenir que j'ai. J'étais dans une exposition de peinture. J'exposais, c'était un symposium, mais je devais faire un tableau devant le public. Le public venait me voir, tout ça. Et j'avais mis un texte pour annoncer quelle était l'œuvre que j'étais pour réaliser devant les gens. Et c'était une œuvre assez mystique que je faisais. Et dans mon texte, j'avais écrit un texte qui était assez flyé. Là, puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis il dit, toi, pourquoi tu parles que tu étais venu sur la Terre il y a tant de milliers d'années? D'où tu viens? Puis là, je commence à y parler. Puis là, il me posait des questions. Puis là, j'y répondais. Puis il me posait d'autres questions. Puis j'y répondais. Puis plus j'y répondais, plus il avait soif de savoir. Et plus il me posait des questions sur la vie après la mort, c'est quoi Dieu, comme on fait en ce moment. Puis après 1 heure de bombardement de questions, j'ai arrêté. J'ai dit, oh, j'arrête. Ton questionnement est inépuisable. Mais demain matin, va-t-il être capable de te servir de tout ce que je viens de te dire. Donc, c'est intéressant d'avoir des nouvelles connaissances, de découvrir des choses qui vont très loin. Mais en même temps, il faut aussi se recentrer et dire, demain matin, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie et qu'est-ce que je vais pouvoir intégrer dans ma vie pour que ça me serve à moi. Trop de connaissances ou trop de révélations peut aussi donner un vertige puis un dérèglement intérieur. Moi, je suis habitué à recevoir certaines informations et après ça, prendre 2-3 mois, aller travailler, scier du bois, faire des tableaux, puis m'amuser, puis déconner, puis tout ça, pour pouvoir toujours garder un équilibre dans tout ça. Parfait, on peut devenir malade. Avec beaucoup d'informations. Oui. Ben d'ailleurs, à un moment donné, dans les vidéos, je parlerai de cette soif de connaissance qui, à un moment donné, est boulimique et elle n'est pas là pour t'aider, mais elle est là pour te dérouter puis te faire douter de tout. Je veux dire, notre réalité, elle a sa raison d'être. OK. Si moi et toi, on est nés sur la Terre, dans un corps physique, c'est qu'on a quelque chose à apprendre là. Il n'y a pas d'erreur. L'univers n'est pas, pour moi, le hasard, c'est un ensemble de lois qu'on n'a pas encore compris. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de facteur qui livre à la mauvaise personne là, quelque chose. On est à Terre à ce moment-ci parce qu'on a quelque chose à apprendre là. De connaître l'avenir, de connaître un peu les mondes parallèles ou de découvrir qu'est-ce qu'il y a de plus vaste en dehors de ce décor qu'on s'est fabriqué avec les années, c'est correct. Mais il ne faut pas perdre le point de départ que si on est ici, c'est parce que c'est dans ce corps-là qu'on doit apprendre quelque chose. Sinon, on aurait tout de suite un corps de lumière ou on aurait un corps de cristal. Tu sais, tu comprends? Alors, c'est ces dosages. Mais je suis ici pour révéler un certain nombre de choses. Hey, tu me parles dans certaines directions. C'est ça. Mais on va retourner à la première question, la civilisation atlante. C'est ça. Tout ça pour dire que je vais parler au jeu en tant que Naja. C'est pour ça qu'il y a 35 000 ans, on est venu sur la Terre pour essayer d'élever les vibrations de la Terre parce que la première civilisation, la première race qu'on avait amenée il y a 200 ans, elle avait décliné. Elle était rentrée même en décadence. Même que c'était devenu des êtres violents, guerriers, puis même certains étaient devenus cannibales. C'était vraiment, là, la race était en déclin. Fait qu'on est venu sur la Terre. Puis c'est très étrange, hein, parce que j'ai mentionné dans mon livre en 2003 que la nouvelle race qu'on avait amenée n'était pas compatible avec l'ancienne. Moi, je me perds un peu dans les noms des scientifiques, des anthropologues. Je pense que la première race qui a été amenée, c'était les Cro-Magnons, et celle qu'on appelle Néandertal serait celle qui serait apparue il y a à peu près 35 000 ans. Moi, j'ai écrit ça dans mon livre en 2003, et ce n'est que récemment que j'ai vu ces dates-là, que mes dates que j'avais écrites correspondaient à des dates que les anthropologues donnaient.
Et moi, j'avais écrit à l'époque que c'était interdit d'avoir des rapports sexuels entre les deux races parce qu'elles n'étaient pas du tout compatibles génétiquement et que ça pouvait créer des monstres. Et j'ai appris encore récemment, il y a peut-être 2 ans, par l'Internet, qu'on avait découvert que les Cro-Magnons et les Néandertals étaient deux races qui étaient vraiment génétiquement pas du tout pas du tout compatibles. Ils étaient impossibles de se mélanger. Les Cro-Magnons ont décliné, les Néandertals ont pris leur place. Alors voici, on est sur la Terre, on installe, et pourquoi l'Atlantide? OK. C'est une île. Et ça, moi je suis allé Colin est allé à peu près en 1980 aux îles Açores, parce que les îles Açores, qui sont au milieu de l'Atlantique, à la hauteur du Portugal, ce sont des îles volcaniques et ce sont les vestiges de l'Atlantide. Ce sont les derniers sommets des montagnes de l'Atlantide. Il y en a qui disent, ils ont découvert qu'il y a eu une explosion énorme à l'île une île grecque, là, je pense, Tanzori, comment elle s'appelle? Il y a une île au milieu de la Grèce, de la Méditerranée, c'est un volcan qui a explosé, je ne sais pas il y a combien de milliers d'années, et qui aurait détruit toute la société le roi Minos, comment on l'appelle la civilisation? La civilisation crétoise et minocéenne. Elle a été détruite par l'explosion c'est un volcan qui était une île, puis qui était habitée, qui s'appelait, ça sonne comme Sanzori, je n'ai pas le nom exact, excusez-moi pour le nom, je suis un artiste peintre. Alors pour moi, les noms, les chiffres, les téléphones, les adresses, beaucoup de misère à les retenir, parce que pour moi, c'est des choses abstraites. Donc, tout ce qui est abstrait, je n'ai pas une grande mémoire de ça. Et ce qui est arrivé, c'est ça. Et des gens pensent que c'est peut-être ça, les souvenirs de l'Atlantide, de la destruction de l'Atlantide. Mais il y a eu vraiment une destruction au milieu de l'Atlantique il y a à peu près 15 000 ans. Voici ce qui est arrivé. OK. J'ai tout. Hein? J'ai tout, hein? C'est correct? OK. J'ai tout. Vous le prenez ou vous le prenez pas. Quand cette dernière équipe est venue sur la Terre pour amener une race, à ce moment-là, nos scientifiques savaient que 15 000 ans plus tard, la Terre aurait un débalancement de ses pôles. C'était prévu, on le savait depuis très longtemps, que la Terre était légèrement penchée et que son axe était vacillant et fragile. Et on savait à ce moment-là, quand on est arrivé sur la Terre, qu'on s'est installé dans l'Atlantique, que 15 000 ans plus tard, la planète basculerait puis qu'il y aurait une inversion des pôles. Ça, c'était clair. On aurait pu peut-être régler le problème. On était quand même capable de déplacer des planètes. Mais il y a des instances supérieures, il y a des entités supérieures qui ont dit non. Laissez ça comme ça. Sais-tu pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, si les humains qu'on a mis sur la Terre tombent encore en décadence, ce nettoyage planétaire qui va être provoqué par ce débalancement des pôles serait peut-être salutaire pour la planète. Et c'est ce qui est arrivé. La civilisation qui a été apportée il y a 35 000 ans sur la Terre, qui était à l'Atlantide, moi je l'appelle Athalas plutôt qu'Atlantide, le nom est plus proche du nom originel, mais à partir de ce secteur-là, ça s'est répandu. Donc, que ce soit en Inde, en Afrique, donc c'est une civilisation qui est partie de là, mais qui s'est répandue lentement en Amérique du Sud, en Europe, ça s'est répandu. C'était le but, c'était que cette humanité se répande, crée de nouvelles civilisations, crée d'autres civilisations ailleurs. Quand est arrivé le moment de la catastrophe, les dirigeants le savaient, alors ils ont décidé de fuir les endroits dangereux, ça veut dire les côtes, le bord des mers, où sont les volcans, les failles, c'est ça. Alors, mais beaucoup des populations ont préféré rester où ils étaient. Nous, à ce moment-là, on a décidé de s'installer en Égypte. Moi, je trouve ça drôle.
Je viens d'apprendre ça il y a à peine un mois. On s'est installé en Égypte parce que c'était un endroit verdoyant, plein de forêts tropicales, avec des terres très riches, cultivables. Et on s'est installé là, puis on savait aussi que c'était un endroit stable. Je viens d'apprendre par un documentaire il y a un mois que d'après ce qu'on a découvert, le Sahara subirait à tous les 20 000 ans une floraison végétative, que d'après, je ne sais pas quels sont les phénomènes, je n'ai pas retenu tout en détail, mais qu'à tous les 20 000 ans, tout le Sahara serait un territoire verdoyant avec des plantes, tout ça. Ils sont tentés de découvrir par les sédiments qu'ils découvrent au Sahara. Ils découvrent qu'il y a un cycle qui se passe dans ce coin-là qui fait qu'à tous les 20 000 ans, c'est pas du tout un désert. L'Égypte n'est pas un désert du tout. C'est un endroit là, florissant et verdoyant. Alors à l'époque, d'il y a à peu près 20 000 ans, quand on a transféré là, c'était des terres très riches et très luxuriantes. Et là est arrivé les catastrophes. Ça a duré peut-être, on veut dire, il y a eu 5-6 jours. 5-6 jours qui ont annoncé des catastrophes. Je dirais peut-être plus que ça, peut-être un mois et demi, 2 mois, où il y avait des secousses, l'air commençait à être perturbé. Mais le balancement des pôles s'est fait assez vite, en quelques jours. Et ça l'a détruit, c'est ça l'a détruit. Ça a été énorme comme catastrophe. Je viens de finir d'écrire un texte, comme je dis, qui va paraître, je vais vous le dire tout de suite, ça va vous intriguer. Ça va s'appeler Au temps des géants. Et je vais le sortir peut-être pour décembre. Il est fini, il est écrit, mais il faut que ce soit corrigé, traduit en anglais. Ça s'appelle Au temps des géants parce qu'à cette époque-là, premièrement, les humains qui avaient sur la Terre étaient au moins 2 à 3 pieds plus grands que ce qu'on connaît aujourd'hui, donc 8-9 pieds. Les dirigeants extraterrestres, eux, avaient encore 3 pieds de plus. Donc, les dirigeants qui dirigeaient les civilisations étaient des êtres qui avaient en moyenne 1 tiers à 2 tiers plus grands que les humains, qui étaient déjà eux autres mêmes de 1 tiers plus grand que l'humanité d'aujourd'hui. C'était l'air qui favorisait ça, plus d'oxygène, une rotation un peu plus vite de la planète, et aussi un axe un peu moins penché. Ça favorisait le gigantisme. D'ailleurs, à l'époque, les animaux qu'on connaît aujourd'hui, les animaux de l'époque, comme on connaît maintenant, étaient en moyenne 3, 4, 5 fois plus grands que leurs descendants qui sont aujourd'hui. D'ailleurs, les humains de l'époque étaient assez grands. Eux aussi, après la catastrophe, se sont adaptés, puis ont pris la taille, même ont pris une taille plus petite que celle qu'aujourd'hui. Ce qui est arrivé, puis c'est ça qu'il faut comprendre, quand l'axe des pôles se débalance, tout est débalancé. L'oxygène dans l'air, les gaz en haute atmosphère sont projetés vers le sol, donc il y a des empoisonnements, il y a toute une série, puis là il y a des secousses sismiques constamment pendant des mois de temps. Le climat est complètement bousculé. Donc, les humains qui avaient sur la Terre, les végétaux sont en partie détruits, les récoltes sont détruites, une bonne partie des animaux fragiles meurent, et ça ne dure pas des semaines, c'est des mois, c'est des dizaines d'années. Et voilà. C'est là ce qui va arriver, c'est que les humains sur la Terre rentrent dans une période de survivance. Ça, c'est il y a à peu près 15... J'aime pas les chiffres, mais je dirais à peu près il y a 15 000 ans. La Terre a subi pendant au moins 2 siècles, 3 siècles, des perturbations climatiques, environnementales. Alors les humains sont entrés dans une période de survivance. Et nous, les dirigeants qui étaient là, qui nous autres mêmes, on souffrait de ces perturbations-là, il y a des restes de géants énormes qui ont été complètement annihilés, incapables de survivre dans un nouvel environnement avec un oxygène appauvri, avec un climat
constamment perturbés. Et c'est à ce moment-là que les populations en avaient assez. Les populations nous demandaient de l'aide. Faites de quoi? Faites de quoi? On ne peut pas vivre dans cette circonstance-là. Surtout après un siècle, 2 siècles, c'était devenu, les gens étaient devenus pessimistes par rapport à ce qui se passe. Et c'est là qu'on rentre dans la fameuse deuxième question, c'est les pyramides. Colin, Oui. j'ai une question avant Vas-y. qu'on parle des pyramides. Oui. Il y a des histoires qui disent que l'Atlantide était détruite par une guerre. C'est pas vrai. Non. C'est à cause de l'axe de la Terre. Oui. Et, à l'Atlantide, c'était l'endroit mère de la civilisation. C'est là qu'étaient toutes les connaissances, la technologie, tout le savoir, tous les savants, tous les philosophes, tous les intellectuels, tous les artistes les plus réputés étaient dans cette capitale qui était l'Atlantide. Je ne peux pas dire que dans les civilisations qui se développaient autour, qu'il n'y avait pas un amoindrissement des connaissances et d'un mode de vie civilisé. Mais on était inatteignable. En tant que, premièrement, nous étions une île, alors nous ne pouvions pas être approchés, parce que même avec des vaisseaux spatials, on ne pouvait pas être approchés comme on voulait. OK. Parce que là, tu rentres dans un autre domaine qui fait qu'il ne faut jamais oublier que c'est là qu'on rentre les fameux reptiliens, parce qu'il faut que je déclare qu'à ce moment-là, il y a certains peuples reptiliens qui convoitaient la Terre et qui ne voyaient pas d'un bon œil qu'on soit ici, parce qu'ils disaient, ils revendiquaient le territoire. C'était dans leur secteur. Parce que notre secteur où qu'on est, là, OK, là, mon Dieu. Les humains qui ont été amenés sur la Terre, ils n'auraient pas dû être amenés ici. C'est une erreur que l'entité qui est en moi a faite comme erreur, c'est qu'elle a amené ici une race très évoluée, qu'on appelle les humains, et qui n'avaient pas d'affaire à venir ici au point de départ, parce que c'est un endroit de l'univers qui n'est pas très évolué, qui n'est pas très avancé au niveau des fréquences, et que ce territoire-là appartient aux reptiliens. Mais nous, parlons de moi en tant que Naja, je ne l'ai pas fait pour mal faire, je l'ai fait parce que je voulais sauver ma race, qui était en danger. Alors, j'ai amené ici des êtres très évolués pour rapidement élever les fréquences de la Terre, pour nous permettre à nous d'arrêter d'être en décadence. Est-ce que c'est correct que j'ai fait? Je l'ai fait, oui, peut-être que... Mais ce que j'ai fait était un peu illégal. Parce qu'on peut pas... Tu sais, l'univers est séparé en des confédérations. Et souvent, il y a plusieurs planètes habitées, d'êtres évolués, qui se connaissent et finissent par créer des espèces de fédérations qui regroupent peut-être 100, 200 planètes. Mais ces confédérations-là sont dans un endroit précis de l'univers où la fréquence est à peu près égale, qui fait que les êtres qui habitent ces planètes-là ont à peu près le même niveau d'évolution, la même pensée, la même philosophie, les mêmes concepts de partage et d'entraide. Tandis que le secteur où on est en ce moment est un secteur qui est plutôt habité par des races moins évoluées, un peu plus guerrières, oui et non, mais beaucoup plus aussi expansionnistes, conquérantes, c'est pas la méchanceté, mais c'est des peuples qui conquièrent d'autres planètes. Et c'est correct parce que c'est dans leur univers, puis tous les peuples qui habitent ce secteur-là sont à peu près au même niveau d'évolution. Et moi, j'arrive, puis j'amène une planète sur la Terre, qui est une race humanoïde, raffinée, évoluée, et je l'amène ici. Mais c'était pas... c'était une dérogation. OK. Alors, Nadia, j'ai une question pour Nadia. Est-ce qu'il y a eu des guerres? Oui. Il y a eu des guerres dans le ciel entre des races d'origine reptilienne qui ne voulaient déloger les humains d'ici. Mais, je vais dire une chose, il y a toujours des races plus supérieures qui contrôlent le tout. Tu sais, à toutes les échelles, il y a des races évoluées qui sont toujours là pour
protéger, puis voir à ce qu'il y ait une certaine discipline dans l'univers. Et il y a des races supérieures qui ont dit non. On accepte qu'il y a une race humaine sur la Terre en ce moment. Les reptiliens, vous devez laisser le libre arbitre aux humains sur la Terre. Retirez-vous. Puis quand eux autres disent vous vous retirez, ils se retirent. Parce que les autres ont des moyens plus efficaces que ça. Alors, mais il y a eu quelques conflits, quelques guerres dans le ciel entre des races qui voulaient chasser, nous chasser, puis chasser des humains de la Terre. Ouh! OK. Vas-y. Là, je dis tout, puis vous pourrez marquer en bas de la vidéo des billes mentales fous à enfermer dans un asile. Pas de problème. Vas-y. Beaucoup de personnes disent qu'aujourd'hui, les gouvernements du monde, le contrôle de toutes les planètes est dans la main des extraterrestres reptiliens. Qu'il y a le contrôle de l'économie, de la politique, de tout ça, et que nous sommes comme une espèce des animaux qui travaillent pour lui, qui c'est les nourritures de cette entité reptilienne qui habite avant nous. Ça, c'est vrai? Parce qu'on dit, par exemple, que tous les rois, la noblesse, tous sont des reptiliens, sont des entités qui ont le contrôle de toutes les humains. Comme Michael Jackson, puis Lady Di, moi je suis sûr qu'elle était une reptilienne, Lady Di. Hey, ça va faire, là, OK? Madonna, oui. Pourtant, elle n'a pas un derrière de reptilien, mais bon, c'est pas grave. Non, OK, bon. OK. Bon, là, prépare-toi, on prend une autre tangente qui va être un assez gros débat. Parce que j'ai suivi tout ça, j'ai lu beaucoup là-dessus, puis tout ça, je me suis renseigné, tout ça. OK. Comment expliquer que ce sont des fantasmes issus de quelques personnes qui parlent ensemble? OK. Quelqu'un sort un livre qui s'appelle Le Code Da Vinci. Et il y a un film qui est fait là-dessus. Et dans le film, on mentionne le mot Illuminati. Et là, depuis ce moment-là, il y a des Illuminati partout. Ah, il y en a partout. Et ils sont tous là, ils nous contrôlent derrière nous. Ils sont partout, à tous les niveaux de gouvernement. C'est un mouvement secret qui... Mais c'est drôle qu'avant le code de Da Vinci, il n'y a personne qui parlait des Illuminati. Personne, quelqu'un qui a entendu parler d'eux autres. Non. Là, ils sortent le film La Matrice. Trois films. Et là, ça y est. Il y a des matrices partout. On est dans un hologramme, un monde artificiel qui est programmé par un ordinateur, au pire, au mieux par des extraterrestres qui nous entretient dans un monde artificiel illusoire. C'est un film de science-fiction. Mais maintenant, il y a toute une génération de gens qui croient à ça. Je vais même faire une parenthèse presque ridicule. Tout le monde a lu maintenant la fameuse théorie de la Terre plate, qui est en ce moment très populaire sur Internet. Il y a des sites entièrement consacrés. La Terre n'est pas ronde, elle est plate. OK. D'où ça vient? Bon, ça vient de deux phénomènes. Il y a deux phénomènes qui rentrent dans le phénomène de la Terre plate. Premier phénomène, OK. Le concept de la Terre plate, en ce moment, a été relancé en partie par des mouvements religieux comme les témoins de Jéhovah, les Mormons, qui trouvent que c'est une explication plus simple, qui fait que la Terre est simple, elle est le centre de l'univers, il n'existe rien d'autre que la planète Terre, où tout a été créé par un Dieu bienveillant. Pourquoi qu'il y a des mouvements religieux qui ressortent ça? On vit en ce moment une période assez difficile au niveau des croyances. Il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 60 ans, c'était facile. On était protestants, on était catholiques, on avait un code de vie, on savait ce qui était bien, ce qui était mal, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on ne pouvait pas faire. On savait que si on faisait telle chose, on allait à l'encontre de la croyance. OK.
les religions ont éclaté. On vit maintenant une période où que maintenant, c'est nous qui décidons ce qu'on veut comme croyance. C'est nous qui décidons en quoi on croit. On peut adopter une religion comme on peut adopter des parties de différentes religions pour se créer sa propre religion personnelle. C'est surtout dans les pays occidentaux qu'on vit ça en ce moment, surtout dans le nord de la Terre. Mais pour certaines personnes, comme moi, peut-être comme toi, on est bien là-dedans. On est bien dans l'idée qu'on peut se créer soi-même sa morale, ses croyances et ses convictions. Mais il y a beaucoup de gens sur la Terre qui sont tout à fait déroutés, mal à l'aise, de voir le choix de décider ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour eux. Il y a des gens qui sont tout à fait mal à l'aise d'avoir à prendre des décisions aussi importantes à ce qui est bien et ce qui est mal. Tandis que d'autres êtres se trouvent, comme moi, me trouvent très bien dans une société où c'est moi qui décide mes croyances et que je peux puiser à différentes sources en quoi je crois. Mais il y a une population qui est en ce moment dans une période de grand questionnement, de grand bouleversement intérieur parce qu'ils ne savent plus à quoi croire. OK, première chose. Donc, de là vient que les gens se dirigent vers des mouvements religieux très sectaires qui leur disent quoi penser, en quoi croire. Bon, OK, j'en rajouterai pas plus. Et la Terre plate les satisfait. Pourquoi? Parce que à cause de la science, depuis 30 ans, on a découvert que la Terre n'est pas seule, qu'on est un grain de poussière dans un immense univers, que notre univers est un univers dans d'autres univers. Et ça, c'est paniquant pour quelqu'un qui essaie d'avoir des points de repère simples et accessibles, d'essayer de comprendre que les scientifiques sont en train de donner une vision de l'univers qui est tellement loin de notre vie ici sur la planète et notre quotidien. Alors, la Terre plate, ça satisfait les personnes qui veulent revenir à cette idée toute simple qu'on a été choyé par un Dieu et qu'il n'y a que nous qui existons et nous sommes nous sommes dans le plus haut de l'échelle d'évolution. Et tout ça, c'est bien. OK. Les conspirationnistes arrivent là-dedans, qui doutent de tout. Est-ce qu'on est vraiment allé sur la Lune? Est-ce qu'on a vraiment fait ci? Est-ce qu'on est déjà allé là? Est-ce qu'on a déjà fait ça? Et voilà que la Terre plate est simplement le suprême doute envers tout. C'est dur à expliquer. Je vais donner un autre exemple. Je ne sais pas si tu as suivi la série Le Dôme. Non. Bon. C'est une série de télévision qui a passé il y a 2 ans où un village ou une petite ville se retrouve sous un dôme. Et pendant des mois de temps, ils sont incapables de sortir de ce dôme de verre et personne ne peut rentrer dans ce dôme. Mais ce dôme est immense et couvre plusieurs kilomètres. Je ne l'ai pas suivi au complet, juste quelques bouts. Et là, c'est d'essayer de comprendre, mais c'est quoi ce dôme-là? Et ça, c'est une série très populaire à la télévision, le dôme. Ça a duré pendant 2 ans, 3 ans. Et étrangement, la théorie de la Terre plate, c'est une Terre plate avec un dôme dessus qui contient tout. Les étoiles, le soleil, tout ça. Tout est à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre. Tout est là. Et là, les gens commencent à faire des vidéos qui prouvent que la Terre est plate. Ah, ils sont sûrs, ils ont les preuves à l'appui. Il y a des pilotes d'avion, il y a des capitaines de bateaux qui vont tout confirmer que la Terre est plate. Vois-tu que c'est toutes OK. Bon, regarde bien. Écoute-moi bien. Je vais faire une folie. Oh, on est rendu... tout est beau. Tout est bon. Tout est beau. On a fait 1 heure. 1h20. Déjà, on n'a même pas abordé le prêt. Oh, toi, oui, non, c'est... c'est ta faute, tu me fais parler, je vais dire je veux pas être méchant envers personne, c'est pas mon genre, mais je vais donner un exemple absurde, tout à fait absurde. Le père de quelqu'un dit à son fils, tu sais, moi j'ai été scout pendant plusieurs années, puis j'ai bien aimé ça être scout. Le lendemain,
sa mère lui dit que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Son père n'a jamais été scout. Il a voulu se montrer plus fin qu'il était. Alors l'enfant, il dit, mon père m'a menti parce qu'il m'a dit qu'il était scout, puis il l'était pas. Ouais, s'il m'a menti là-dessus, peut-être qu'il m'a menti quand il m'a dit qu'il travaillait dans un bureau à tel endroit. Je suis jamais allé dans son bureau, fait que c'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'il travaille pas dans un bureau, peut-être qu'il travaille ailleurs. Puis peut-être que s'il m'a menti sur ça, ben peut-être, c'est peut-être pas mon vrai père. C'est peut-être quelqu'un qui dit qu'il est mon père, mais dans le fond, c'est peut-être pas mon vrai père. Hein? Puis si c'est pas mon vrai père, c'est peut-être quelqu'un qui vient, parce que moi, je me pose des questions, hein, que le monde ne se pose pas. Ben, ça se peut que je me pose des questions, puis là, mon père, c'est pas mon père, c'est quelqu'un qui me check. Parce que cette personne-là, elle me surveille parce que je suis dangereux, parce que je pose des questions que le monde normal ne pose pas. C'est peut-être un agent double qui m'espionne. Puis peut-être que mon père qui est devant moi, c'est peut-être pas un vrai être humain, parce que c'est peut-être juste pas une apparition, pas un hologramme, mais c'est peut-être une fausse image. C'est peut-être pas une vraie personne qui est devant moi. C'est peut-être un hologramme. C'est peut-être un facsimilé. C'est peut-être un robot. Puis même, je pense qu'il doit être envoyé par... OK, je m'arrête. Je pourrais continuer pendant 1 heure de temps. De quoi je suis parti? Je suis parti du fait que mon père m'avait conté une menterie, comme quoi il avait été scout. Là, je suis en train de considérer mon père comme un hologramme extraterrestre. Je raconte ça parce que les empilages de théories qui se fait dans les livres et sur Internet, ça part de ça. Quelqu'un raconte une supposition, l'autre la retranscrit comme une vérité, il rajoute un élément qui complète une autre hypothèse, l'autre le prend comme une vérité, puis il rajoute une hypothèse. Alors, que la NASA nous ait menti sur l'atterrissage sur la Lune, peut-être. Il y a du pour, il y a du contre. Mais à partir de ça, de dire, OK, s'ils ont menti là-dessus, ils ont sûrement menti sur telle autre chose, ils ont menti sur le fait que la Terre est ronde. Tu sais, à un moment donné, je sais pas si tu comprends tout cet empilage de suppositions qui finit par être considéré comme des vérités. Mais la vérité, à un moment donné, elle est peut-être beaucoup plus simple que ça. Donc, je vais dire une autre chose, OK? Ah oui, ce que je raconte, là, ça peut avoir l'air fou, mais moi, quand j'étais jeune, je suis né en 52, en même temps que la télévision. Au Québec, la télévision est apparue en 1952. Quand j'étais jeune, on regardait une émission que tu dois sûrement connaître, Les Pays d'en haut, avec Séraphin. C'est une émission c'était le Québec du 19e siècle, avec des colons qui colonisaient le nord du Québec. Et dans la série, il y avait un homme très, très avaricieux, très, très sévère, et sa femme était maltraitée. Pas physiquement, mais elle mangeait très peu, elle était vraiment traitée comme une servante, puis il la nourrissait très, très peu. Mais à l'époque, quand ça passait à la télévision, les gens envoyaient par la poste de la nourriture à cette femme-là. Ils l'envoyaient au poste de télévision pour que cette femme-là aille à manger. C'est complètement ridicule. Parce qu'il y croyait à cette femme-là qui était dans la misère et qui ne mangeait pas tous les jours. Alors aujourd'hui, on nous montre un science-fiction de trois émissions qui s'appellent La Matrice. Et à partir de ça, il y a toute une génération de personnes qui sont convaincues que c'est vrai. Mais c'est aussi, excusez-moi le mot, je ne veux pas insulter personne, c'est aussi un peu ridicule que de croire que la femme qui meurt de faim dans la télévision, c'est une vraie femme qui meurt de faim, puis il faut lui donner à manger. Alors, c'est un peu tout ça. Vois-tu, beaucoup des tendances qu'il y a dans les livres et sur Internet sont issues de films de science-fiction, dont lesquels les gens y croient. Mais on va arrêter de voir derrière tout gouvernement, les fameux, on revient à la question de départ, c'était les fameux reptiliens en tant que... je l'ai dit dans les autres vidéos, les reptiliens n'ont pas le droit en ce moment de s'ingérer dans l'évolution de notre planète et de nos gouvernements. Il peut y avoir des rebelles, des gens qui le font en cachette, mais ce n'est pas la majorité et ce n'est qu'un nombre infime. Et il ne faut pas croire
Il ne faut pas croire que parce que nos gouvernements sont un peu corrompus, que ça vient de l'extérieur. Les humains sont capables, par eux-mêmes. Je vais dire, OK, je vais dire, excusez-moi de dire un paquet de choses comme ça, qui va dans toutes les directions. Je voudrais dire quand même une chose. Tu sais, on est conscient, hein? On est conscient. Je suis conscient, t'es conscient. On est conscient d'exister, hein? Puis on évolue en rentrant en contact avec les autres, en partageant avec les autres. C'est comme ça qu'on évolue, puis que notre conscience grandit. Alors moi, avoir peur des reptiliens, penser qu'il y a des complots partout, qu'il y a des gens maléfiques derrière tous nos ministres, nos premiers ministres, qu'il y a des sectes qui nous veulent notre perte, qui veulent faire de nous des zombies, qui veulent nous détruire, tout ça. Ben, c'est bien dommage, mais j'ai pas une vie à consacrer à ça. Je veux partager avec les autres. Je veux construire un pont entre moi et les autres. Je veux pas bâtir un mur. Quand moi j'entends des gens qui disent « Ah non, non, les gouvernements sont tous corrompus, puis il y a des aides maléfiques qui sont derrière. » Et qui vont rajouter la phrase qui me choque. Les êtres humains sur la Terre, c'est tous des imbéciles, c'est tous des moutons, ils ne voient rien. Moi, je vois. Wow! Excusez-moi, la Terre est remplie de personnes intelligentes, de personnes humaines, de personnes qui font leur possible, qui font le mieux de ce qu'ils ont comme capacité. Arrêtez de les considérer comme un troupeau d'imbéciles qui ne sentent pas la vérité. Non, excusez-moi, moi, j'embarque pas là-dedans. La même chose que la peur des extraterrestres. OK? Si tu n'as jamais rencontré des extraterrestres, pourquoi passer une partie de ta vie à entretenir de la crainte, de la peur envers des extraterrestres? Il arrive que dans la vie de quelqu'un, on rencontre des êtres méchants ou négatifs qui nous volent, qui nous maltraitent ou qui nous font des mauvais coups. Après, on est obligé de pardonner, on est obligé de passer par-dessus. Mais on a connu quelque chose de concret. Quelqu'un est rentré dans ma vie, il m'a fait du tort et je dois me reconstruire et je dois faire du positif avec ça. Mais arrêtez de vous faire des peurs, des craintes sur les extraterrestres si vous n'en avez jamais rencontré, s'ils ne sont pas dans votre vie, s'ils n'influencent pas votre quotidien. On a assez de vivre notre réalité que de se créer des peurs envers l'inconnu. Parce que les extraterrestres représentent très bien la peur de l'inconnu. Tu comprends? J'ai peur du voisin parce qu'il n'est pas pareil comme moi. J'ai peur de fréquenter un Africain, j'ai peur de fréquenter un Thaïlandais parce que c'est des gens qui ne sont pas comme moi. C'est la chance de découvrir autre chose, de s'ouvrir à d'autres mentalités, à d'autres cultures. Les extraterrestres, c'est la chance qu'on a de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres dimensions. Alors, arrêtez d'avoir peur de toutes ces entités-là. Parce que c'est sûr qu'on a tous à l'intérieur une peur primitive qui nous fait craindre l'inconnu. Mais on doit passer par-dessus ça puis aller vers l'inconnu. Magnifique. Colin, Oui. on a ici Dis 10 sujets. Oui. On a parlé d'un sujet. Oui. On a enregistré plus d'1h35. Oui. Donc, on va faire une autre vidéo pour parler du deuxième sujet, On du était rendu troisième, aux parce pyramides. qu'il était magnifique. OK. Et on a parlé très intensément Oui, de beaucoup de choses. Donc, mes amis, on va faire une nouvelle série de vidéos avec Colin Chabot parce qu'on a beaucoup de choses à voir, on a beaucoup de choses à parler. Colin. Oui, ce que je vais juste dire, c'est que je suis très heureux que vous m'aviez posé une série de questions, mais j'ai donné aussi la permission à Moreau d'intervenir et de poser des questions qui l'intéressent, lui. Donc, si ça prend 4, 5, 6 vidéos pour finir par passer à travers toutes vos questions, on va passer au travail. Mais acceptez que je suis content que Moreau s'implique au niveau des questionnements. Parce que c'est cette équipe ici qui, en premier, me fait confiance et me laisse m'exprimer.
Ok. Donc, à la prochaine. À la Colin. prochaine, les pyramides. Merci beaucoup. OK. Les gentils, mes amis, à la prochaine, les vidéos sur les pyramides.